Je suis très heureux de vous présenter l'exposition Farid Belkaya pour une autre modernité. C'est une exposition que le Centre Pompidou a réalisée en partenariat avec le MATAF, Arab Museum of Modern Art de Doha, et la Fondation Farid Belkaya de Marrakech. Farid Belkaya est un artiste marocain. Il est né en 1934, il meurt en 2014 et il est désormais considéré comme l'une des figures majeures non seulement de la modernité marocaine, mais des modernités du monde arabe et des modernités postcoloniales. Il étudie à l'École des Beaux-Arts de Paris dans la seconde moitié des années 50, et s'il ne sait pas alors quel type d'artiste, quel artiste il va être, il sait quel artiste il ne veut pas être. Il ne veut pas être un artiste, un représentant marocain de l'École de Paris. C'est pour ça qu'il prend une décision importante, radicale même, en 1959. Il décide de quitter Paris pour se rendre à Prague où il va étudier, non pas d'ailleurs l'art, mais où il va étudier la scénographie théâtrale. À Prague, son œuvre va prendre 3 grandes directions qui vont la marquer pour les années qui suivent. La première de ces directions est celle qui va dans le sens d'un primitivisme de la représentation, comme le montre une pièce comme celle-ci. Un primitivisme de la représentation qui est chargé politiquement. Cette pièce s'appelle Koubassi et c'est une pièce qui fait allusion à la tentative de débarquement américain à Cuba en 1961 pour renverser le régime castriste. L'autre grande pièce qui illustre cette direction du travail pris par Belkaya à Prague est Sévice. Sévice appartient à un ensemble d'œuvres qui évoquent la torture qui était pratiquée dans les prisons françaises en Algérie. Nous sommes en effet au moment de la guerre d'Algérie. Pièce magnifique, puisque la découpe même, la forme du tableau, épouse la forme du corps supplicié et rend l'œuvre encore plus expressive. L'autre grand chantier ouvert par Belkaya à Prague, durant les années de son séjour à Prague, est la tentative de définition d'un répertoire de formes. Répertoire de formes qui joue avec l'opposition du positif et du négatif. L'œil peut soit se porter sur les parties claires des tableaux, soit sur les parties plus sombres. Et cette tentative de définition d'un répertoire de formes culmine sans doute dans cette pièce dont le titre même est éloquent, puisque la pièce s'intitule « Inventaire ». C'est une pièce dans laquelle il est possible de repérer un certain nombre des motifs qui vont structurer toute la production artistique de Belkaya dans les décennies qui suivent. Pièce tout à fait essentielle et étonnante. Songeons à ce jeune artiste marocain de 27 ans qui, à Prague, est en train de poser les bases de la future plastique du Maroc postcolonial. L'autre grand chantier ouvert à Prague par Belkaya est celui qui voit apparaître dans son œuvre la thématique de l'accouplement, la thématique de la fécondation, une thématique sexuelle. Une pièce comme celle-ci est tout à fait étonnante, cet entre-là intitulé « Couple » est quelque chose que nous allons voir réapparaître dans les années ultérieures. Dans des pièces comme celle-ci apparaissent déjà ces ondulations qui vont être l'une des grandes caractéristiques non seulement de l'œuvre de Belkaya, mais également de l'école de Casablanca qui va naître dans les années qui suivent. Belkaya quitte Prague en 1962, il rentre au Maroc où il va prendre la direction de l'école des Beaux-Arts de Casablanca. C'est le moment désormais mythique de l'école de Casablanca. Sous cette expression,
il faut entendre tout à la fois l'établissement scolaire que Belkaya dirigera jusqu'en 1974, mais également un style, une école, un mouvement artistique que Belkaya va incarner avec quelques autres. Avec d'autres artistes, Mohamed Cheba, Mohamed Melehi, mais également l'historienne de l'art italienne Toni Mareni et l'anthropologue néerlandais Bert Flint, Belkaya va totalement révolutionner l'enseignement artistique au Maroc et jeter les bases de la nouvelle plastique marocaine postcoloniale. Il décide en effet de connecter très directement les formes de la plastique nouvelle sur le répertoire ornemental qui est fourni par l'artisanat populaire marocain, les plafonds de mosquées, les bijoux, bien encore les tapis berbères. D'une certaine façon, l'école de Casablanca naît officiellement aux yeux du public, non pas à Casablanca, mais à Marrakech, à l'occasion d'une exposition où les professeurs de l'école de Casablanca exposent en plein air leurs travaux. L'exposition connaît un immense succès auprès d'un public qui n'est pas habitué à voir des œuvres d'art, mais qui peut-être retrouve dans ces formes les formes que ce public connaît dans les productions de l'artisanat populaire marocain. Durant les années où il dirige l'école des beaux-arts de Casablanca, Belkaya prend une décision très radicale, celle qui consiste à abandonner la peinture, ce matériau par excellence du grand art occidental, au profit d'un matériau qui est hautement inscrit dans l'artisanat populaire marocain, le cuivre. C'est difficile, la réception est mitigée du travail, mais Belkaya s'y tient. C'est le moment aussi où commence à se développer de façon encore peut-être plus explicite que dans les dernières années de la période de Prague, l'apparition d'une thématique sexuelle. On a le sentiment que se confond à partir de ce moment-là dans le travail de Belkaya les formes du désir et quelque chose comme un puissant désir des formes. Pour Belkaya, le choix du cuivre est d'abord et avant tout un acte de résistance à la colonisation. C'est pourquoi Belkaya, loin de revenir vers la peinture, va développer dans la fin des années 60, au début des années 70, des pièces à vocation décorative comme celle-ci, où dans une filiation revendiquée avec le Bauhaus, Belkaya remet en cause la différence entre le grand art et les arts appliqués. Dans certaines pièces en cuivre, Belkaya, comme dans celle-ci, établit une relation extrêmement intéressante entre la calligraphie arabe et les ondulations caractéristiques de l'école de Casablanca. Beaucoup demandent à Belkaya de renoncer à utiliser le cuivre pour revenir vers la peinture, ce grand matériau de l'art occidental. Belkaya, c'est sa grandeur historique, va savoir résister à ces demandes. Et dans la seconde moitié des années 70, alors qu'il a quitté la direction de l'école des beaux-arts de Casablanca, Belkaya va encore approfondir sa démarche, encore approfondir le lien de son travail avec la tradition vernaculaire marocaine en choisissant un nouveau matériau, la peau de chèvre. Dans une pièce comme celle-ci, une pièce tout à fait remarquable, mais qui est une pièce de transition, il y a d'une part une forme ondulatoire en cuivre qui se détache sur un fond en peau. Mais très vite, ce qui n'était ici qu'un fond va devenir le matériau principal de l'œuvre. Nous entrons dans une salle où sont rassemblées 9 œuvres sur peau de Farid Belkaya. Les œuvres sur peau de Belkaya sont ces œuvres avec lesquelles son œuvre désormais se confond. Ce sont des œuvres qui utilisent la peau de chèvre, une peau de chèvre tendue sur bois qui permet le retour de la couleur que le cuivre ne permettait pas d'utiliser. La peau ne tolérant que très mal la peinture synthétique, Belkaya va teindre ses peaux avec des colorants naturels,
le henné, comme celui qui est utilisé pour le tatouage du corps, le cobalt, le safran. Au cours de la fabuleuse décennie des années 80, celle qui voit apparaître les grandes œuvres sur peau de Belkaya, Belkaya va donner toute son ampleur aux motifs qui étaient apparus dans son œuvre au cours de la période dite de l'école de Casablanca et des cuivres. Cette œuvre ici donne corps à l'un des thèmes qui structurent la poétique et la pensée esthétique de Belkaya, celui de l'aube. Ces arcs de cercle figurent cette aube qui apparaît dans le ciel de l'art post-colonial marocain. Les œuvres que réalise Belkaya durant cette période sont tout à fait exceptionnelles car d'une part, elles sont d'une singularité totale au regard du reste de la production marocaine, mais elles n'ont pas non plus d'équivalent dans la production artistique internationale de ce moment-là, et ce sont des œuvres totalement singulière. Je m'arrête un instant là devant cette œuvre qui s'appelle Trans, cette œuvre qui fait aussi allusion à l'un des grands thèmes de l'œuvre de Belkaya, thème à travers lequel sont unis l'érotisme et la spiritualité. Ce qu'il faut bien comprendre en regardant ces œuvres, et je m'arrête là devant l'hommage à Gaston Bachelard, une œuvre donc qui conjugue les 4 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu, et qui pourrait fonctionner pratiquement comme un art poétique de Belkaya. On retrouve dans l'élément supérieur les entrelacs du dessin de Prague devant lequel nous nous étions arrêtés plus tôt. Ce qui est tout à fait passionnant ici, c'est que l'on voit bien que la semence que cette forme phallique s'apprête à expulser est en fait une semence alphabétique, une semence formelle. Des signes, des formes élémentaires géométriques sont tatoués, sont teintes sur cette forme serpentine, et c'est cet alphabet qui s'apprête à être expulsé, à venir ensemencer cette matrice nébuleuse et labyrinthique qui la surmonte. L'une des autres grandes caractéristiques de ces magnifiques pièces sur peau de Belkaya, c'est le fait qu'avec ces œuvres, le motif, la forme utilisée par l'artiste ne vient pas s'inscrire dans un cadre préétabli. Par exemple, le rectangle, qui est le rectangle traditionnel de la peinture. En effet, ici, l'œuvre a la forme de son motif. Sont regroupés dans cette salle pratiquement une centaine de travaux sur papier de Belkaya. Belkaya travaillait sans arrêt le dessin dès qu'il le pouvait dans son atelier, et ce depuis Prague jusqu'à son décès en 2014. Pourquoi s'intéressait-il à ce point au dessin? C'est que le dessin, c'est le moment où il pouvait en quelque sorte donner libre cours à ses rêveries, le moment où l'œuvre est d'une certaine façon affranchi des contraintes de la matière. Quand vous travaillez le cuivre, la peau ou l'acier, la matière exerce des contraintes sur votre imaginaire. Avec le papier, tel n'est pas le cas. Avec le dessin, tel n'est pas le cas. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'aube a une place essentielle dans l'imaginaire de Belkaya. Parce que l'aube, c'est le moment où les formes surgissent, c'est le matin des formes. Et je suis là, ici, devant une série de travaux sur l'aube qui montrent les différentes formes que l'aube peut prendre dans l'imaginaire de Belkaya. Plusieurs grands ensembles de travaux apparaissent dans la production graphique de Belkaya. L'un de ces ensembles est consacré à la danse, à la transe. Belkaya s'intéressait notamment
à la musique et aux rituels gnawa qui sont associés à des phénomènes de transe. Il était allé également à Haïti s'intéresser au vaudou. Il s'est intéressé également aux rituels chamaniques qu'il a pu rencontrer en Corée. Il a passé du temps à Séoul et un certain nombre de travaux montrent comment, d'une certaine façon, la transe était pour lui le moyen de mettre en mouvement les formes, quelque chose qu'il ne pourrait pas faire dans la réalité, mais dont certains de ses dessins témoignent. Comment mettre en transe une sculpture? Seul, d'une certaine façon, le dessin permet de le faire. Beaucoup de ces dessins sont très littéralement des projets d'œuvres, des projets de sculpture, parfois même des projets de décors de théâtre. N'oublions pas qu'il avait étudié la scénographie théâtrale à Prague. Ce qui est intéressant quand on regarde l'ensemble de ces dessins, c'est que si certains d'entre eux sont des esquisses de sculpture dont telles ou telles seront réalisées, d'autres s'apparentent moins à des esquisses, à des travaux préparatoires qu'à des rêveries, qu'à des rêves de sculpture. Ce moment où l'imaginaire de Belkaya se laisse libre cours. Nous avons aussi décidé de présenter dans cet espace des maquettes de sculptures. Belkaya rêvait dans les dernières années de sa vie de produire de gigantesques, de monumentales sculptures en acier Corten, dont il rêvait qu'elles puissent border, par exemple, une avenue de Marrakech. Il était important de montrer dans cette ultime salle du parcours quelles étaient les dernières rêveries sculpturales de Belkaya. Nous voilà parvenus au terme de cette visite de l'exposition Farid Belkaya pour une autre modernité. Cette exposition, la première de cette importance, a lui être consacrée par un grand musée occidental, permet de découvrir une figure essentielle de la modernité marocaine et par-delà le Maroc des modernités postcoloniales, mais une figure qui reste encore peut-être injustement méconnue en France.